Alors, on commence, je pense, il est temps de commencer. Bonjour ou bonsoir, ça dépend parce qu'il y a des gens en ligne qui peuvent être dans d'autres pays avec d'autres créneaux horaires. Alors, c'est Badr Benjeloun, c'est un plaisir de vous retrouver encore dans ce séminaire webinaire de la série de webinaires de l'INRA, qui est dédié à la discussion des tendances et des innovations en agriculture. Je souhaite à toutes, à tous les participants de différents pays, comme j'ai dit, la bienvenue à ce webinaire et je vous remercie toutes et tous pour avoir pris le temps de participer et éventuellement d'enrichir le débat par vos questions et commentaires. Avant de commencer, je demanderai à tous les participants en ligne via Zoom de mettre leur nom complet, s'il vous plaît, et leur affiliation dans leur identifiant. Euh, euh, Prière de vous identifier, sinon les collègues vont attendre 5 minutes pour enlever les personnes qui ne sont pas du tout identifiées, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, je remercie vivement notre conférencier pour avoir accepté d'animer ce webinaire, ce séminaire, et de partager ses connaissances avec l'audience, avec notre audience. Je souhaiterais mentionner que la conférence va durer entre 30 et 35 minutes. Ça, c'est la conférence principale. Ensuite, nous aurons la session des questions et réponses qui durera jusqu'à 25-30 minutes. Euh, et voilà. Merci de poser vos questions. Pour les gens qui sont en présentiel, il n'y a pas de problème. Pour les gens en ligne, merci de poser vos questions en français, en anglais, via le chat. Vous aurez aussi la possibilité de lever la main électronique à la session de discussion pour poser oralement vos questions. Alors, l'introduction du conférencier et de la thématique sera faite par mon collègue Dr Abdelghani Nabloussi et qui va aussi animer la session de questions-réponses. Merci. C'est Abdelghani. Merci, cher Badr. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'accueillir parmi nous Dr Étienne Buchet. Il est directeur en agroscope, direction de recherche en agroscope de Suisse. Dr Étienne Buchet est en visite scientifique à l'INRA dans le cadre d'un projet de recherche de collaboration scientifique entre l'INRA de Meknès et l'agroscope de Suisse. Donc, euh, donc le projet sur lequel on travaille, il s'intitule Études phénotypiques, biochimiques et génomiques de mutants de fèves en conditions de stress abiotique et biotique pour une meilleure résilience au changement climatique. Donc, il est coordonné par l'INRA, par le Centre de recherche agronome de Meknès, en la personne de ma collègue Omaïma Chto. Et la partie suisse, elle est coordonnée par notre cher ami et collègue Étienne. Il animera en cette occasion ce séminaire intitulé Dynamique des génomes et épigénomes des plantes dans le contexte des changements climatiques. Étienne Buchet a fait sa thèse en virologie des plantes à l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Il a réalisé ensuite un postdoc à Vienne, en Autriche, et à Genève, en Suisse, sur l'épigénétique et les éléments transposables chez Arabidopsis. Il a ensuite démarré son propre groupe de recherche sur le même sujet à l'université de Bâle, en Suisse. Il est devenu directeur de recherche à l'INRAE à Angers, où il s'est intéressé à la génomique et l'épigénomique chez le pommier. Il a rejoint Agroscope pour continuer ses recherches sur l'épigénétique et les éléments transposables, mais cette fois-ci avec un focus sur le fraisier et le blé. Et maintenant, il est sur une nouvelle expérience, une nouvelle aventure avec nous sur la fève. Donc, c'est la première expérience sur la fève. On est très heureux de collaborer avec lui. Il a aussi breveté une nouvelle méthode pour l'amélioration des plantes et créé une entreprise. Je crois qu'il va en parler, non? Des, hein? Des brevets, non? Oui, la méthode du brevet, je vais la mentionner. Voilà, sans plus tarder, donc on donnera la parole à Étienne. Comme a dit Steven Julien, nous avons 30 à 35 minutes pour dire l'essentiel. Merci.
Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette belle introduction. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que je viens au Maroc et je découvre avec vous ce très beau pays. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, en fait, je vais vous parler du génome, de l'épigénome des plantes. Je vais vous expliquer ce que c'est, l'épigénétique, le génétique. Et en fait, ce que vous voyez là, en fait, c'est la vue de mon bureau. Vous avez ici les serres et ici derrière, vous avez vous voyez le Mont Blanc là derrière. Donc ça, c'est la montagne la plus haute en Europe. C'est une très belle vue du bureau. Donc ça, c'est très tôt à 6 heures du matin parce qu'à 7 heures du matin, on avait le lab meeting. Et parce qu'après, il fallait aller au champ pour travailler. Donc vous connaissez, je pense, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud pendant la journée. Donc, en fait, ce que je vais vous dire un peu, je pense que vous savez déjà tous, mais c'est important de le rappeler. Donc, le problème, en fait, on a plusieurs problèmes qui viennent en même temps. Et puis, il y a un commissionnaire de l'Union européenne qui a dit, en fait, on est au milieu d'un perfect storm, d'une tempête parfaite. Parce qu'en fait, on a atteint maintenant le pic des terres agricoles disponibles. Vous avez ici les différentes statistiques, et toutes montrent qu'à partir de maintenant, eh ben, ça va réduire. Il y aura moins de place pour produire de la nourriture sur la Terre. En même temps, on a le réchauffement climatique. Ça, vous connaissez bien, le Maroc, il est fortement touché par le réchauffement climatique. L'Europe aussi. L'Europe sera le continent le plus touché de la Terre, parce que en fait, le réchauffement, il est 2 fois plus rapide que le reste de la planète. Donc, on a beaucoup de soucis qui viennent en même temps, et en plus, on a de plus en plus de gens sur la planète à nourrir. Donc, et en 2022, en fait, on avait la pire sécheresse en Europe depuis 500 ans. Et ces événements vont être de plus en plus fréquents. Donc, ça fait un peu peur. Moi, j'ai un peu la panique, mais il faut agir. D'accord? On a la science, donc on a peut-être des outils qui peuvent nous aider. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est comment la recherche végétale peut peut-être réduire au moins un peu cet impact du changement climatique. Donc, pour faire cela, en fait, il faut mieux comprendre comment déjà les plantes réagissent au stress lié au changement climatique. Et ensuite, il faut pouvoir identifier les mécanismes génétiques et épigénétiques, ça je vais vous montrer après, qui peuvent contribuer à l'adaptation au stress. Et finalement, utiliser ces découvertes pour rapidement adapter les plantes au réchauffement climatique. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça, comment on a fait la recherche fondamentale, et ensuite, comment on essaye d'appliquer ces méthodes. Donc, j'étais un peu négatif au démarrage, mais il y a aussi des côtés très positifs. Grâce à la science, maintenant, on a accès à des génomes complets. On a le génome complet de Arabidopsis. Bon, ça, c'est une plante modèle qu'on utilise au laboratoire. On a le génome de la pomme, le génome humain, ou même le génome du blé. Juste pour vous montrer, ici, vous avez, comment dire, les couvertures de ces journaux sont tous la même taille. Maintenant, je vais vous représenter la taille des journaux correspondant à la taille des génomes. En fait, c'est comme ça. Donc, Arabidopsis, c'est minuscule comparé au blé. Même le génome humain, il n'est pas très grand comparé au génome du blé. Et on va en discuter après de ça, puisqu'il y a ces grandes différences de génome, de taille de génome. Donc, en fait, si on veut, il y a deux couches d'informations dans le génome d'une plante. On a d'un côté l'information génétique avec les gènes, d'accord, avec les 3 gènes que j'ai représentés ici. Et par-dessus ça, on peut avoir une information épigénétique. Et c'est ça qui est très intéressant, qui m'intéresse énormément dans la recherche. Donc, quand je parle d'épigénétique, moi, je parle de méthylation de l'ADN. Donc, la méthylation de l'ADN, en fait, c'est juste ce groupe méthyl qui est rajouté aux cytosines. Donc, dans ma présentation, ce sera ces sucettes lollipop rouges, d'accord, qui représentent la méthylation de l'ADN. Donc, ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, ce gène-là, le gène numéro 2, il est méthylé. Ça veut dire qu'il peut être éteint. Donc, on a un gène présent ici et présent ici, mais il est exprimé là, mais il n'est pas exprimé dans cette plante-là. Donc, même si on regarde juste le génome, les 2 génomes sont identiques, mais le phénotype peut être différent parce qu'il y a différents patterns de méthylation. Donc, il y a différents types de méthylation d'ADN. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il y a des types symétriques, c'est-à-dire ça peut être hérité à travers les générations. Donc, quand on a un type CG, on a la méthylation sur les 2 brins de l'ADN. Donc, pendant la réplication de l'ADN, cette information peut être transmise à la prochaine génération. Il y a des enzymes spéciales qui vont méthyler l'autre brin
pendant la synthèse de l'ADN. C'est la même chose est le cas dans le cas CAG que vous voyez ici. Ensuite, il y a un autre cas de méthylation. Donc, dans ce cas-là, il n'y a qu'une cytosine sur un côté du brin et pas de l'autre côté. Et dans ce cas-là, il faut une autre couche d'information qui va permettre la méthylation d'ADN arriver ici. Et ça, c'est une méthylation qui est moins stable. Elle ne peut pas être héritée de manière très, très simple. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va commencer par, est-ce qu'il existe des traits agronomiques ou, chez les plantes qui sont importants, qui sont régulés par la méthylation de l'ADN? On va commencer par ça. Donc, quand j'étais chez l'INRA en France, on a travaillé sur la pomme Golden Delicious. Je pense que vous connaissez tous cette pomme. Elle existe depuis très longtemps, depuis 1840 environ, et elle a été multipliée de manière clonale. Donc, en fait, c'est toujours encore presque la même pomme aujourd'hui qu'au début. Donc, ça, c'est Golden Delicious. Et puis, ils avaient un matériel très intéressant à l'INRA en France. C'est des doubles haploïdes. Ça veut dire, dans une pomme normale, en fait, c'est hétérozygote. Donc, en fait, on a 2 génomes. Et dans ces plantes-là, dans ces pommiers-là, et bien, en fait, par une méthode spéciale, ils ont créé des doubles haploïdes, c'est-à-dire il n'y a qu'un génome dans cette pomme. Par contre, ce qui était très fascinant, c'est que ces 2 pommes-là, en fait, elles sont génétiquement identiques. Elles sont issues du même clone. Donc, on se demandait, mais qu'est-ce qui peut faire cette différence de taille? C'est un trait agronomique très intéressant, j'imagine, pour la sélection des pommes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de séquencer le génome de celui-là pour révéler tous les gènes, etc. Donc, long story short, je fais un petit sommaire rapide, c'était un gros travail, mais ce qu'on voit ici, c'est tous les chromosomes du génome du pommier, d'accord? Chaque barre là, c'est un chromosome. Et au milieu, vous avez la synthélie. Ça veut dire que ce sont les régions du génome où les gènes sont dans le même ordre sur un autre chromosome. Et en fait, ce qu'on voit très facilement, c'est que ce chromosome-là, eh bien, il est dupliqué, il est en entier, représenté ici aussi. Ou bien la même chose ici, si on suit la couleur bleue là, qui va ici, donc on relie ces chromosomes. Et en fait, si on fait ça, on peut relier tout le génome. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, le génome du pommier est complètement dupliqué. Donc, ça, c'était une des découvertes qu'on a fait sur ce chemin. Et donc, ensuite, on a aussi séquencé la petite pomme pour aller voir, OK, est-ce qu'il y a une différence génétique qui explique la différence de taille? Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas vraiment des différences génétiques importantes qui pouvaient expliquer cette différence. Donc, on s'est dit, OK, donc ce n'est pas une différence génétique, c'est peut-être une différence épigénétique. Donc, on a décidé d'aller voir la méthylation d'ADN globale de cette pomme. C'est une méthode qui s'appelle le séquençage par bisulfite, mais ça, c'est pour les détails, je ne vais pas trop montrer. Donc, en fait, quand on fait ça, on reçoit une information en plus. Donc, tout en haut, on a le génome, d'accord? On a un gène ici qui est annoté. Et ici, les tracks que vous voyez en bleu, c'est le pourcentage de méthylation d'ADN pour chaque cytosine dans le génome. Donc, en fait, on voit ici, on a une cytosine qui est 100% méthylée, donc une longue barre bleue. Okay, on peut aussi avoir des cytosines qui sont hémiméthylées, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on voit ici, c'est que ce gène-là, il n'est pas méthylé, parce qu'il n'y a pratiquement pas de signal dans ces régions-là. Quand on a fait la même chose avec la petite pomme, on a trouvé une énorme différence. Vous allez voir, c'est flagrant, en fait, ce gène-là est complètement méthylé dans la petite pomme. Et vu que c'est un gène qui contrôle la production d'éthylène, on pense que c'est le gène qui est responsable pour la différence de taille qu'on voit. Donc, ce n'est pas une différence génétique qui fait le trait, mais une différence épigénétique. Et en fait, entre-temps, maintenant, on connaît beaucoup de traits chez les plantes qui sont régulés comme ça. Par exemple, le mûrissement du fruit chez la tomate, ou bien aussi chez les oranges, etc. Donc, la méthylation d'ADN a un rôle important dans ces processus. Donc, j'espère que je vous ai convaincu. Le premier point, c'est, en effet, la méthylation de l'ADN peut réguler des traits importants chez les plantes cultivées. Donc, ça peut être intéressant d'investiguer. Ensuite, la prochaine question que j'aimerais adresser, c'est comment est-ce que ces patterns de méthylation d'ADN peuvent changer dans une plante? Parce que la méthylation d'ADN, on voit, ça peut changer spontanément, mais on ne connaît pas les mécanismes. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui peut causer ce changement? Donc là, je vais vous présenter le projet de thèse de Maria Estefania Lopez, qui s'est intéressée justement à cette mémoire épigénétique. Donc ici, on s'est intéressé au fraisier, parce que le fraisier est très intéressant, parce qu'il y a 2 modes de multiplication dans la même plante. On a la voie sexuée à travers les graines, et la voie asexuée à travers les clones, ou les stolons, si on veut. Donc, on a toujours du matériel génétiquement complètement identique à travers plusieurs générations qu'on peut suivre comme ça.
Donc, l'idée, c'était d'appliquer un stress et après voir quels sont les patterns de médiation qui changent directement par le stress. Et après, est-ce qu'il y a une mémoire de ce stress? Est-ce qu'une plante peut se souvenir d'un stress? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a une mémoire, que ça peut être positif, mais il y a peu d'études qui ont vraiment testé ça, donc c'est pour ça qu'on voulait aller dans cette direction. Donc, ce qu'elle a fait, elle a fait pousser des plantes, les fraisiers sur des boîtes agar, et elle les a soumis à des stress. Donc, on a plein de stress différents. On a le froid, la sécheresse, la chaleur, beaucoup de lumière, peu de lumière, la salinité et l'acide salicylique. Et donc, en fait, elle a fait 2 stress. Et ensuite, après 2 jours, elle a pris l'ADN de ces plantes et elle a fait une analyse épigénétique. Donc, regardez les patterns de méthylation, s'ils ont changé. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est les régions, on a compté le nombre de régions qui sont différentiellement méthylées. Donc, comme je vous ai montré chez le pommier, combien de régions on peut trouver qui sont différentes. Et en fait, ce qui est très flagrant, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de régions qui perdent de la méthylation quand on utilise un stress chaleur. Vous voyez ça ici, dans les différents contextes de méthylation d'ADN. Ensuite, on voit aussi qu'en fait, tous les stress peuvent avoir une influence sur la méthylation d'ADN, parce qu'il y a des changements dans tous les cas. Mais le plus flagrant, vraiment, c'était la chaleur qui a un effet très fort. Donc, un stress peut causer une différence épigénétique directe dans la plante. Par contre, est-ce que cette différence... Ah oui, non, je vais trouver. Ce qui était très intéressant aussi, c'était indépendamment des stress, on pouvait trouver des hotspots dans le génome, c'est-à-dire des régions qui étaient, comment dire, plus susceptibles à changer le pattern de méthylation de l'ADN. Donc, en fait, c'est tous ces points-là qu'on voit. Ici, dans le cercle, on a des régions différentiellement méthylées pour chaque stress. Et on voit ici qu'il y a des régions qui réagissent pratiquement à tous les stress. Donc, on va juste sortir un exemple. Donc, on a ici la salinité, la lumière, etc. Et on voit qu'il y a cette région où il y a toujours des différences de méthylation d'ADN. Et en fait, c'est une région en fait, qui correspond au centromère. Donc, c'est marrant, le centromère réagit à pratiquement n'importe quel stress. Il va changer en pattern de méthylation d'ADN. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire ou pourquoi ça a lieu. C'est juste un constat qu'on fait pour l'instant. Donc ça, c'était le stress direct. Maintenant, on voulait savoir, OK, est-ce qu'il y a une mémoire du stress? Est-ce que la plante peut sauvegarder cette information et la donner aux descendants? Donc pour faire ça, on a stressé une plante mère et ensuite on a regardé dans le stolo 1, stolo 2 et stolo 3. Donc on appelle ça 3 générations si on veut. Donc encore une fois, on a juste stressé la plante mère, on revoit là, c'est juste le stress chaleur. On voit cette diminution de méthylation d'ADN globale qu'on voit ici. Et après, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines générations? Donc, ce slide est un petit peu compliqué, mais je vais vous aider. Donc, on va juste regarder ici tout au début. Donc, on a ici la méthylation en CHH, et on voit qu'il y a beaucoup de régions qui perdent de la méthylation d'ADN dans le premier stolon. Donc, comme le parent, il y a de nombreuses régions qui perdent la méthylation, et c'est maintenu dans le stolo 1. Par contre, quand on passe au stolon 2 ou 3, on perd toutes ces régions. D'accord? Il n'y en a qu'encore très peu qui maintiennent une différence de méthylation d'ADN dans ce contexte. Et là, c'est encore plus extrême, il n'y a pas beaucoup qui se passe. Par contre, en CG et CAG, ça c'est plus intéressant parce que ça, c'est les patterns de méthylation qui peuvent changer et qui peuvent être hérités à la prochaine génération. Puisque ceux-là, ils peuvent facilement revenir. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'était que 47% des régions déméthylées en pattern CG étaient maintenues à travers ces 3 générations. Donc pour nous, ça veut dire, en fait, si on applique un stress chaleur, par exemple, dans un fraisier, il va s'en souvenir pendant 3 générations. On a un marqueur épigénétique qui va nous montrer que la plante a été stressée dans le passé. Donc c'est une information qui persiste et qui peut être transmise sur plusieurs générations. Par contre, on ne sait pas si cette information est vraiment utile pour la plante. Là, c'est juste une information moléculaire. On ne sait pas si ça lui donne un avantage après. Est-ce que c'est bien de s'en souvenir ou pas? Ça, on ne sait pas encore. On a fait beaucoup d'essais pour savoir si ces plantes-là, elles sont plus résistantes à la chaleur, mais ces expériences ne sont pas faciles à vraiment bien quantifier. Donc, on n'a pas vu d'effet très significatif, on va dire comme ça. Donc, je vous ai montré comment l'environnement peut impacter l'épigénome, donc l'épigénétique de la plante. Et maintenant, on voulait voir, est-ce qu'un stress peut aussi induire des différences génétiques? Et je vais vous montrer, en fait, les deux sont liés.
Parce que l'épigénétique et la génétique, en fait, c'est quelque chose qui joue très proche ensemble, que vous allez voir sur les prochains slides. Donc, pour cela, on va passer sur une énigme pour moi. Ce que j'ai ploté ici en bleu, c'est plein d'espèces différentes et leur taille du génome. Donc, ça, c'est la taille du génome ici. Et ici, le nombre de gènes qu'on retrouve dans ces espèces. Donc, on voit plus le génome est grand, plus il y a plus de gènes. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un plateau ici. Et en fait, une des grandes déceptions, c'était quand on a séquencé le génome. Donc là, ça, c'est le génome d'Arabidopsis, il y a environ 30 000 gènes, d'accord. Le maïs, il a aussi 32 000 gènes, mais un génome déjà beaucoup, beaucoup plus gros. Lui, il a 3 milliards de bases. Là, on est à 120 millions de bases. Et une grande déception, c'est que quand on a séquencé le génome humain, on n'a que trouvé 21 000 gènes. Moi, quand j'ai fait mes études, quand j'étais encore à l'école, on m'a dit, oh, l'humain est tellement complexe, il doit avoir des centaines de milliers de gènes. Et finalement, il n'y en a que 20 000, on a moins que cette petite plante modèle. Donc, si on pense que nous, on est plus complexe qu'une plante, ben, c'est peut-être pas juste le nombre de gènes qui définit cette complexité. Donc, ce que je veux dire ici, c'est en fait, pardon, c'est en anglais, mais en fait, c'est pas le nombre de, la complexité vient pas seulement du nombre de gènes, mais de la complexité de la régulation de ces gènes. C'est ça que j'aimerais dire ici. Et donc, cette complexité, elle vient de quelque part. Et elle vient de où? Ben, en fait, elle vient des régions qui sont entre les gènes. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. On a les gènes, d'accord, on a à peu près le même nombre que Arabidopsis dans notre génome. Qu'est-ce qui nous rend, peut-être, si on veut, plus complexe? Donc, il y a quoi entre ces gènes? Chez Arabidopsis, il y a très peu entre les gènes. Il n'y a que 17% qui sont des régions qui ne contiennent pas des gènes. Mais si on regarde chez le maïs, ou c'est pareil chez le blé, on a environ 85% du génome qui ne sont pas des gènes. Donc, quelle est la fonction de toute cette ADN que les plantes, elles trimballent avec elles tout le temps? C'est lourd, ça prend de l'énergie, etc. Donc, est-ce que c'est utile? Et donc, pour ça, je dois parler des éléments transposables. Donc, en fait, les éléments transposables, eh ben, c'est eux qui font une majorité de ces régions qui ne contiennent pas de gènes. Les éléments transposables ont été découverts par Barbara McClintock dans la fin des années 40. Elle a eu le prix Nobel seulement en 83 parce qu'elle était une femme. Donc, on la prenait moins au sérieux par les hommes. Donc, je m'excuse pour les hommes ici, aujourd'hui, officiellement. Mais en fait, elle a fait vraiment des découvertes essentielles parce que ça s'appliquait à tous les organismes. Ce qu'elle a trouvé, c'était ça. On a ici des grains de maïs. Et ça, c'est ici, dans ce cas-là, c'est le type sauvage. Et ça, c'est un mutant. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des différences génétiques dans le même épi. Et ce qu'elle a trouvé, en fait, c'est qu'il y avait des éléments mobiles dans le génome, donc l'ADN qui peut bouger, exactement comme ça. Donc, on peut avoir un ADN mobile qui s'intègre dans un gène, il va donc le casser. Donc, si le gène est cassé, si le gène est cassé, ben, le gène est inactif, donc il n'y a pas de couleur. Et si le gène est intact, ben, on a la couleur bleue ici. Ce qui est très intéressant, on voit plus ici, on voit qu'il y a des activations de ce transposant en live. Ce que vous voyez ici, les points bleus, eh ben, c'est des régions où le transposant il est ressorti du gène. D'accord? Il est sorti, donc il restaure le gène, et c'est ça qui crée ce petit point bleu que vous voyez ici. Vous imaginez, elle a découvert tout ça avant qu'on connaissait vraiment les gènes, la génétique, etc. Donc, elle était vraiment beaucoup, beaucoup plus avancée que nous. Donc après, il existe plein de familles différentes de transposons, je ne veux pas trop aller dans les détails. Ce qui est important à se souvenir, c'est qu'il existe plusieurs mécanismes, comment ils bougent. Un exemple, c'est les rétrotransposons. Eux, ils bougent par copy-paste, c'est-à-dire quand ils sautent, ils vont créer une nouvelle copie d'eux-mêmes autre part dans le génome. Et l'autre, le transposant que je vous ai juste montré avant, celui-là, il bouge par cut and paste, ça veut dire il s'excise et il se réintègre autre part dans le génome. Donc ça, c'est le transposon de Barbara McClintock, et ça, c'est d'autres transposons qui font des nouvelles copies d'un génome. Les plus importants dans le génome des plantes, eh ben, c'est ceux-là, parce que justement par ce copy-paste, ils créent de plus en plus de copies d'eux-mêmes, donc ils deviennent de plus en plus lourds sur les génomes des plantes. Ça, je vais laisser. Donc, quels sont les facteurs qui influencent la mobilité des éléments transposables? En fait, on a une concurrence entre le transposon qui aime bien faire des copies de lui-même, et quand il bouge, il risque de casser les gènes, comme on a vu juste avant. Ça peut être négatif pour la plante. Donc la plante, ce qu'elle va faire, et aussi le génome humain, il fait ça pareil, et ben, il va limiter la mobilisation des transposons par l'épigénétique, la méthylation de l'ADN. Et donc c'est là où on a le lien entre l'épigénétique et la génétique. Donc on a une régulation épigénétique qui
réprime les transposons. D'accord? Donc, ils sont éteints, donc normalement, ils ne bougent pas trop dans un génome. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le mécanisme sans trop aller dans les détails. Mais en fait, quand on a une nouvelle insertion d'un transposant dans le génome, il est transcrit par la RNA polymérase 2. Je pense que vous connaissez tous, c'est celle qui produit les ARN messagers, les protéines. Mais en même temps, cette polymérase, elle va produire des petits ARN. Et ces petits ARN, ils sont très intéressants parce qu'ils peuvent cibler l'ARN messager et donc le couper et donc éteindre le gène de cette manière-là. Donc, c'est une méthode pour éteindre le gène. L'autre méthode, c'est de guider tout un mécanisme pour targeter la méthylation de l'ADN. Donc, d'un côté, on coupe l'ARN et de l'autre côté, on va éteindre le transposon. Donc, c'est déjà deux couches. Et après, il y a tout un système d'amplification de ce système de ScienceIC. Donc, encore d'autres petits ARN. Ça, ils sont plus grands, ils font 24 nucléotides et ça va renforcer la méthylation de l'ADN. Donc, la plante se donne beaucoup de mal pour réprimer les transposons. La plante ne veut vraiment pas que ça bouge trop souvent. Mais nous, on veut changer ça. Vous allez voir. Donc, elle se donne beaucoup de mal pour rien, peut-être. Donc, je vais vous montrer, donc la méthylation d'ADN va réprimer les transposons, mais par contre, il y a des signaux externes qui peuvent activer les transposons, et ça peut être des stress. Peut-être vous connaissez sur les lèvres, on peut avoir les herpès. Hein, c'est un rétrovirus qui est activé par les UV. Donc, c'est un stress externe qui va activer ce virus. Et on peut avoir la même chose avec les transposons. On peut avoir un stress externe qui va, lui, mobiliser le transposon, surtout s'il y a un problème avec la méthylation de l'ADN. Donc, ce qu'on a fait, on a joué avec les deux, on a interféré avec la méthylation d'ADN et on a mis des stress pour voir qu'est-ce qui peut se passer dans une plante. Ah oui, pardon. Je ne voulais pas avoir l'animation, mais ce qui était important, ce que je voulais montrer ici, c'est cette polymérase rouge, là, donc c'est polymérase 4. C'est un peu spécial, hein. Vous connaissez peut-être que les 3 polymérases chez les eucaryotes, les plantes, ils en ont 5, justement 2 en plus pour éteindre les transposons. Et donc la polymérase 5, on a regardé qu'est-ce qui se passe quand on la casse, quand on l'enlève. Donc on a inactivé celle-là, et puis après on a stressé les plantes pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc on a appliqué un heat stress sur Arabidopsis, et on a vu qu'il y avait un transposon qui réagit au stress-chaleur. Donc ce que vous voyez ici en gris, c'est le nombre de copies de ce transposon dans une plante sauvage. Donc, une plante sauvage, on la stresse, elle va commencer à produire de l'ADN de ce transposon. Donc, c'est une qPCR, mais pour l'ADN, pas pour l'ARN. Par contre, si maintenant on a une mutation de cette polymérase 4, on peut en avoir beaucoup plus. On a jusqu'à 600 copies, comme vous pouvez voir ici. Et après, en fait, on est allé voir dans les prochaines générations, est-ce qu'on a des insertions de ces transposons dans la plante? Et en effet, dans les plantes sauvages qui ont été stressées, donc les grises, là, dans la prochaine génération, on ne trouvait aucune nouvelle insertion de ce transposon. Par contre, dans le mutant POL4, on en trouvait plein. Ça veut dire que cette polymérase 4 est vraiment très importante pour éteindre les transposons, pour les réprimer par la méthylation de l'ADN. Donc, les stress peuvent causer des différences génétiques, comme je vous ai montré là. Donc là, on a commencé à avoir, on pensait, mais peut-être on peut jouer avec ça. Donc, on a décidé de jouer avec des molécules qui vont inhiber ce pathway. Une molécule qu'on a utilisée, ça s'appelle la zébularine. C'est un médicament qu'on utilise contre le cancer en ce moment, ils sont en train de le tester. Et cette molécule va réprimer la méthylation de l'ADN. L'autre molécule qu'on a utilisée, c'est l'alpha-amanitine. Ça vient de l'amanite, le champignon. C'est très toxique, hein. C'était très populaire au Moyen-Âge en Europe pour tuer les popes ou les pops. Comment ça s'appelle en français? Le pape, ou bien des rois, etc. Ce qui était intéressant parce que quand on utilisait l'alpha-amanitine, la personne mourait seulement 2 semaines après. Donc il y a ce délai, donc c'était difficile de savoir qui était responsable. Donc j'avais beaucoup de confiance en mes étudiants, ils avaient le droit d'utiliser cette molécule. Donc il fallait faire attention à ce que je mangeais, hein. Donc si on applique, l'idée c'est d'appliquer ces 2 molécules en même temps pour éteindre tout ce pathway, ou en grande partie ce pathway qui va réprimer les transposons, et on applique un stress. Donc on utilise ces drogues épigénétiques plus le stress, et on espère activer des transposons dans une plante sauvage dans ce cas. Eh bien ça marche très bien, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, en fait, ce qu'on a ici, c'est les plantes contrôle qu'on a juste mis un stress chaleur. Ces plantes-là n'ont pas de nouvelle insertion de ce transposon. Par contre, si on utilise la chaleur plus ces 2 molécules, on voit ces plantes-là, elles commencent à accumuler des nouvelles copies de ce transposon, ici par qPCR, ici par un système
transposon display pour montrer. Chaque nouvelle bande ici, c'est une nouvelle insertion dans le génome. Donc, ça marche super bien, on était super contents. Donc, ça, c'est là-dessus on a fait un brevet après, parce qu'on pensait, ouais, ça peut être utile pour la sélection des plantes. Donc, ce qui était très intéressant ici, c'est qu'on n'a pas d'OGM, d'accord? On n'a pas de transgène dans la plante, c'est une plante sauvage, on applique juste les molécules et le stress. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une belle diversité phénotypique après. Donc, ici, vous avez les Arabidopsis contrôle, et ici, les lignées qui ont accumulé toutes ces nouvelles insertions de transposons. On voit plein de phénotypes différents, des plantes qui sont un peu plus claires, d'autres qui sont plus petites, etc. Donc, ce qu'on a fait ensuite, on voulait savoir où est-ce que ces transposons s'intègrent dans le génome. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a séquencé les génomes complets de ces plantes Arabidopsis. Et on a séquencé 11 lignées et on a trouvé 278 nouvelles insertions de ce transposon. Il y avait une lignée, elle a 100 nouvelles insertions de transposons. Et c'est énorme pour Arabidopsis parce que le génome est tellement petit. Donc, en fait, on a augmenté le pourcentage du génome de, je crois, 0,5%, ce qui est quand même déjà beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que le transposon, il adore s'intégrer dans les gènes. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de phénotypes, parce qu'il va souvent casser les gènes. Après, on voulait savoir comment est-ce que ces insertions vont impacter l'expression des gènes. Et est-ce que ces nouvelles insertions peuvent en fait contribuer à l'adaptation au stress. C'est ça qu'on va utiliser pour la sélection après, si c'est possible, pour l'amélioration. Donc là, je vous montre un exemple tout simple. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un gène chez Arabidopsis. Et en bleu, c'est le signal du transcriptome. Ça veut dire c'est le signal d'ARN qu'on obtient. Il y a toujours 3 réplicas biologiques, ici pour chaque échantillon. Et quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a d'ARN. Donc, on voit bien, il y a l'ARN qui commence là. Il y a le splicing, donc il n'y a pas de signal ici. Et ça continue, splicing, ça continue comme ça. D'accord? Donc, on voit bien que ce gène est bien exprimé dans le type sauvage et dans toutes ces lignées ici. Mais ce que vous voyez tout de suite, c'est dans ces lignées 33 là, ces 2 lignées sœurs, eh bien le transcrit s'arrête exactement ici. Et en fait, ce transcrit s'arrête ici parce qu'il y a une insertion de Hansen de ce transposant exactement ici. Alors, ceux qui veulent savoir pourquoi on a appelé ce transposant Hansen, c'est en fait des bains chauds au Japon. Vous connaissez peut-être, c'est des sources naturelles où on peut aller se baigner. Et au Japon, ça s'appelle Onsen. Donc, quand il fait chaud, on va... Voilà, donc là, c'est un knockout classique, d'accord? Ce transposant, il a cassé le gène. Après, il y a d'autres exemples plus intéressants. Par exemple, ici, on a une insertion seulement dans cette lignée 33, encore une fois. Et là, maintenant, ce gène, il est constitutively, j'arrive pas à le dire en français, désolé. Il est exprimé en permanence. D'accord? Donc, il est tout le temps actif, alors qu'il n'est jamais exprimé dans les autres. Mais il y a aussi un problème avec le splicing. Il y a ce exon-là qui manque dans le transcrit. Et le dernier exemple que je vais vous montrer, ça, c'est le plus beau. Et c'est celui qui m'intéresse le plus. Donc, on a ici une insertion entre 2 gènes. D'accord? Ici, on a des plantes non stressées. Tout ça, c'est les plantes non stressées. Il n'y a aucune de ces plantes qui exprime ces 2 gènes. Par contre, quand on met un stress chaleur, donc ça, c'est la barre rouge ici, et bien seulement dans cette lignée 34 qui a ce Hansen, et bien les 2 gènes sont activés. Donc ça, pour moi, c'était hyper intéressant parce que ça veut dire que le stress chaleur que j'ai appliqué avant a fait que ce transposon s'intègre ici et que maintenant, ces 2 gènes autour répondent au stress que j'ai appliqué avant. Et donc, pour moi, ça, c'est peut-être un chemin pour l'évolution, pour s'adapter plus rapidement à des stress. Parce qu'on a une réponse partiellement spécifique, si on veut, parce que l'insertion, elle n'est pas spécifique, mais l'effet sur l'entourage, lui, il est spécifique. Donc, il y a comme, ouais, c'est la stress chaleur qui fait que maintenant, on a une autre réaction au stress chaleur ici. Donc, d'un point de vue évolutif, on peut s'imaginer que ça peut être un avantage pour la plante, parce que maintenant, ces plantes, elles réagissent différemment au stress. Et en effet, on a fait un gros screening pour la résistance à la sécheresse. Et vous voyez ici, ça, c'est la plante sauvage. Et ça, c'est une des lignées qui avait des nouvelles insertions de Hansen. Et bien, celle-là, elle est complètement morte, c'est clair. Et celle-là, elle est encore toute belle, elle va très, très bien. Donc, on peut utiliser cette méthode pour créer des résistances à la sécheresse. Et on sait exactement quelle insertion de Hansen est responsable pour ce phénotype ici. Donc, take-home message pour cette partie, on peut mobiliser des transposants dans une plante sauvage, ça c'est le premier point. Et après, les nouvelles insertions de Hansen peuvent être bénéfiques sous certaines conditions. Il faut faire un criblage, il faut screener, il faut trouver les bonnes plantes, mais quelquefois, comme ici, ça peut avoir un trait très intéressant.
Donc, est-ce qu'on peut passer à l'application maintenant de cette méthode? Et ça, c'était le but de ce projet européen, ERC. Donc, est-ce qu'on peut mobiliser les éléments transposables chez les plantes cultivées et est-ce qu'on peut améliorer les plantes en utilisant cette méthode? Donc, c'était un projet qu'on a fait d'une partie sur le riz avec Martha Robertson et Manas Katouzi et une autre partie sur le blé. Ça, c'était mené par Auran Peng. Donc, je vais commencer d'abord. Comment on va faire? Ah, voilà. Donc, la méthode, en fait, elle est très, très simple. Donc, je vous ai montré, on va juste germer les plantes sur ces molécules épigénétiques. Donc, on va réduire la méthylation d'ADN globale de cette plante et ensuite, on va la soumettre à des stress. Et ensuite, eh ben, on obtient les graines. Donc, c'est comme une mitogénèse chimique, si on veut. Et on va ensuite screener la prochaine génération pour des phénotypes intéressants. Donc, pour le riz, c'est comme ça qu'on a fait. Dans l'hydroponie, on avait plein de lignées indépendantes pour produire des graines. Et ensuite, on a fait un screening de ces plantes-là au champ à Taïwan, parce qu'on avait une collaboration avec Taïwan pour faire ce projet-là. Donc, vous pouvez voir un essai ici. Donc, ça, c'est tous nos lignées avec des nouvelles insertions de transposons sous un stress sécheresse, justement. Donc, on voulait screener ici, est-ce qu'on peut trouver des mutants qui sont résistants à la sécheresse à Taïwan. Donc, on a fait un screen sous chaleur, sécheresse, et aussi des conditions contrôle, bien sûr, pour multiplier les plants. Malheureusement, cette expérience a eu lieu juste pendant la crise Covid. Donc, on n'a jamais pu aller voir nous-mêmes après les champs. Donc, pour phénotyper, etc., on était complètement dépendant de l'équipe qui était sur place, qui a juste pu faire un minimum. Mais donc, au moins, ils ont pu nous envoyer les graines les plus intéressantes. Ce qui était marrant, c'est qu'il y en avait plein de phénotypes intéressants. Comme ici, vous pouvez voir un strie blanc dans la feuille, par exemple. Ça, c'est classique pour la mutagénèse. Ou bien des grains qui ont changé de couleur. Et ici, ce que vous voyez, c'est un changement de l'angle de la feuille. Donc, la feuille, elle est à 90 degrés au lieu de monter. Donc, ensuite, on a choisi une plante qui était intéressante pour nous, qui avait un phénotype, un changement de comportement pour la floraison. Et on a séquencé le génome complet de cette plante. Donc, on peut faire ça maintenant facilement au laboratoire. On extrait l'ADN et puis on met cet ADN sur cet appareil-là. Donc, ça s'appelle Oxford Nanopore. Et en fait, ce qu'on obtient, c'est des longues lectures. C'est ça qui est très intéressant avec cette nouvelle méthode de séquençage. Donc, chaque barre grise que vous voyez là, c'est une lecture indépendante de cette région du génome. Donc, tous ces points de couleur, c'est que vous voyez là, c'est le bruit de fond. C'est une méthode qui n'est pas très précise pour les mutations. Par contre, pour les insertions, c'est très, très efficace. Donc, on peut voir ici, c'est un peu petit, mais en rose, là, vous voyez, il y a un signal dans toutes les lectures. Et en fait, quand on va voir plus près, en fait, on voit qu'il y a une insertion de 1,8 kb dans ce gène. Et vu que ce gène-là, il joue un rôle dans la floraison, ben, ça peut être ça, c'est peut-être cette mutation qui est responsable pour le trait qu'on a observé. Donc, on peut mobiliser les éléments transposables chez le riz. Ça marche. La même chose chez le blé. Donc, un effet très intéressant qu'on avait vu, c'était les plantes traitées, elles montraient toutes, non, pas toutes, environ 15 sur 100 montraient des longues feuilles de flaglyphes. Je ne sais pas comment on dit en français. D'accord. La feuille drapeau était beaucoup, beaucoup plus longue que normalement. Donc, normalement, elle fait 15-20 cm. Et là, on était plutôt autour de 50 cm. Donc, ça, c'était un effet étonnant qu'on a observé. Et c'est intéressant parce que ça peut augmenter peut-être le rendement. Ce qu'on a aussi testé, ces lignées-là, c'était en collaboration avec l'Université de Zurich, c'était de voir s'il y a une différence de résistance contre les maladies. Donc, vous avez ici une infection avec le idiome, avec 3 différents isolats, et vous voyez, cette lignée-là, eh ben, elle est résistante contre 2 isolats de ce champignon. Donc, non, pardon, de idiome. Donc, c'est un effet très intéressant en plus. Donc, c'est pas que comment dire, l'architecture qui change, mais aussi les résistances qui peuvent être très intéressantes. Parce que si ça marche, eh ben, on peut réduire l'utilisation de pesticides, etc. Là aussi, on a fait pareil, on a séquencé le génome complet du blé. Donc, je vous rappelle, le blé, il est énorme, on parle de 16 gigabases. Donc, la couverture est un peu plus basse, du coup. Mais quand même, on voit ici, donc il y a encore ce bruit. Et ici, le mutant, et on voit ici, il y a une insertion, ici, il y a il y a un zoom. Et donc, ce qui est super, c'est dans la lecture, on voit la lecture grise qui est là. Et tout d'un coup, on voit cette insertion de 8700 bases. Et après, ça continue sur le génome. D'accord? Donc, c'est ça qui est vraiment super avec ces longues lectures, c'est qu'on peut voir ces insertions complètes dans une seule lecture.
Donc, dans ce cas-là, c'est un transposant qui s'appelle Angela qui s'est intégré dans ce locus. Donc, c'est un peu petit, désolé, mais pour résumer, donc ce que je vais vous montrer au début, c'est que la méthylation d'ADN contrôle des traits phénotypiques intéressants, utiles pour l'agriculture. Donc la question est, est-ce qu'on peut utiliser des méthodes pour changer d'une manière spécifique ou peut-être aléatoire ces patterns de méthylation pour utiliser cela pour l'amélioration des plantes? Je vous ai aussi montré qu'un stress peut modifier les patterns de méthylation d'ADN. Donc, mais est-ce que ça, c'est un avantage pour la plante? Est-ce que c'est un avantage pour le fraisier de se souvenir du stress? Ça, ce n'est pas encore établi pour moi. Il y a eu beaucoup de recherches dans cette direction et pour l'instant, les indices sont plutôt négatifs, je dirais. Donc, on peut trouver des traces dans l'épigénome, mais ce n'est peut-être pas vraiment fonctionnel. Par contre, ce que je vais montrer après, c'est que les stress peuvent induire des modifications génétiques et elles ont des impacts forts parce qu'on a justement la mobilisation des éléments transposables. On a une modification de la réponse au stress et donc une adaptation, potentiellement une adaptation au stress. Et ça pourrait être un outil puissant pour l'amélioration des plantes. Et donc c'est pour cela que cette méthode que je vous ai présentée avec ces drogues et le stress, c'est une méthode qu'on a brevetée. On a créé une start-up. On avait créé une start-up. Malheureusement, on a dû fermer la start-up parce que la Suisse et l'Union européenne a dit que peut-être cette méthode crée des OGM. Donc, comment tuer l'innovation? C'est un très bel exemple. Mais bon, c'est toujours encore en discussion. Donc, pour l'instant, j'ai demandé à l'Union européenne officiellement de me donner une réponse officielle. Ils ne peuvent pas me dire si ce qu'on fait là, c'est OGM ou pas. Maintenant, ça dépend même des pays. L'Allemagne dit que non, ce n'est pas des OGM. La Suisse dit que oui, c'est un OGM. Donc, il n'y a plus de consistance. En fait, le problème est que la définition OGM, elle change tout le temps. Et c'est surtout le secteur bio qui va définir qu'est-ce qui est OGM et qu'est-ce qui n'est pas OGM. C'est ce que j'ai vécu personnellement. Donc, c'est un peu dommage de ce côté-là. Mais donc, pour les perspectives, donc, une question qu'on aimerait répondre maintenant, c'est est-ce que ces éléments transposables peuvent être adaptifs pour le blé et le riz? Donc là, on veut faire des screens de tolérance au stress et aussi des screens au champ. Donc là, j'ai soumis un gros dossier de 66 pages pour un essai OGM en Suisse pour avoir le droit de mettre le blé dehors. Pour Taïwan, c'était aucun problème. Eux, ils disent mutagénèse chimique, c'est pas. Et après, on veut savoir est-ce que cette méthode peut aussi fonctionner chez d'autres espèces. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, on aimerait tester cette méthode, par exemple, sur la fève, parce que ça peut être très, très rapide. C'est ça qui est très intéressant. Déjà, dans la première génération, non, pardon, la M2, dans la deuxième génération, on peut screener pour le phénotype qu'on veut, comme dans une mutagénèse classique. Ce qui est très, très beau aussi avec cette méthode, c'est que grâce au transposon, eh ben, le gène, il est marqué. Il y a une insertion, donc on peut facilement trouver, identifier le gène causal. Donc après, pour étudier le mécanisme derrière, c'est aussi très intéressant. Et aussi pour les plantes issues de multiplication clonale, ça peut être très, très intéressant. Les bananiers, on ne peut pratiquement pas faire d'amélioration. Donc là, il y a peut-être un potentiel. Et bien chez les pommiers aussi, donc j'ai un collègue en France maintenant qui est en train de tester ça sur les pommiers. Et en fait, pour moi, une question plus de recherche fondamentale est quelle est l'activité des transposants, en fait, la véritable activité. Parce que nous, on séquence des génomes et on voit que ce qui s'est passé dans le passé. On ne voit pas ce qui se passe maintenant, là, tout de suite. Et on n'avait pas les outils jusqu'à maintenant. Mais maintenant, grâce aux méthodes de séquençage que je vous ai montrées, en fait, on peut voir en temps réel s'il y a des transposants actifs sous certaines conditions, puisqu'on peut aller chercher même des ascensions somatiques qui n'iront pas dans la prochaine génération, mais qui sont quand même là. Donc ça, c'est les sujets qui m'intéressent pour le futur. Voilà, avec cela, j'aimerais remercier tous les gens qui ont fait tout ce travail. Donc c'est beaucoup d'années de travail que je vous ai montré, mais je voulais faire une histoire un peu complète. Et aussi, bien sûr, les collaborateurs, et particulièrement aujourd'hui, M. Nabloussi et Berhadi et Chto, parce qu'ils m'ont invité ici. C'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Ils m'ont aussi montré les belles villes et puis la belle nourriture du Maroc. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Et merci pour votre attention. Je prends. Donc, merci Étienne de cette belle présentation. Donc, nous avons beaucoup appris de
du monde de l'épigénétique et de ses perspectives d'utilisation dans le programme d'amélioration génétique des plantes en général. Donc, avant d'ouvrir le débat, je tiens à m'excuser pour une petite précision. Donc, j'étais en train de lire donc, le cadre de collaboration. C'est très parti, c'est entre l'INRA, l'IAV et, et Agroscope. Donc, je m'excuse. Donc, parce que j'ai juste dit, oui, donc, je m'excuse auprès de ma collègue Lubna Belkadi. Donc, c'est un projet très parti. Voilà, donc, j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Et par la même occasion, je vais lire s'il y a des commentaires en ligne. Non, non, je ne peux pas le dire. Les éléments Ah, pour le... C'est de là, on fait là, oui, ça vous l'a- Ah, d'accord. D'accord. Il y avait une question ici. Merci pour la présentation. Ok. Euh, je m'appelle Slimane Khoury, donc je suis chercheur en bioinformatique et génomique ici à l'unité de biotechnologie au centre régional de Rabat. Donc merci pour la présentation qui est très riche, beaucoup d'informations, beaucoup de travaux intéressants. Ma question, c'est à propos, lorsque vous regardez les régions éteintes dans un génome donné, donc on se focalise sur les régions qui sont éteintes, mais est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur le fonctionnement, sur l'implication de ces gènes dans le trait? Donc, ma question, c'est que est-ce que vous regardez en parallèle un peu des RNA-seq sur un peu de transcriptomique pour essayer de lier les deux? En même temps, on regarde ce qui est éteint et en même temps, on va regarder ce qui est allumé. Est-ce qu'il y a des informations là-dessus? Oui, donc en fait, c'est exact. J'ai pas eu tellement de temps d'aller dans tous les détails, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait la transcriptomique en même temps que la mutation d'ADN et on voyait que ce gène était bien éteint. Donc, il y avait ce lien entre la méthylation d'ADN et le gène qui était éteint dans le petit fruit. Donc, il y a en effet cette corrélation. Oui. Après, ce n'est pas encore la preuve finale que c'est vraiment ce gène qui régule la taille du fruit. Donc, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est un knockout par CRISPR ou une autre méthode pour confirmer en fait le phénotype. Mais chez le pommier, ça veut dire 6 ans, 7 ans, 8 ans de travail pour confirmer le gène. Ma deuxième question, c'est à propos, lorsque vous regardez les régions qui sont mutilées, pourquoi on n'utilise pas, par exemple, le pack bio? Parce que le pack bio, et on utilise bisulfite, c'est une question d'argent. Du coup, Non, en fait, c'était une question de la technologie qui n'était pas encore là à ce moment. Donc, nous, on avait utilisé le bisulfite et les short reads. C'était en 2016 qu'on a fait. Mais maintenant, c'est très intéressant d'aller voir Pack Bio. Pack Bio, on voit que les patterns CG, par contre. On ne voit pas les autres. Donc, chez les plantes, les autres sont aussi importants. Et c'est là où c'est l'avantage d'utiliser le Minion ou Prométhion, où on a tous les patterns de méthylation d'ADN. Donc là, on est en train de travailler sur le blé, parce qu'on a les données de séquençage. Et maintenant, on va voir s'il y a des différences de patterns de méthylation entre la plante qui a été traitée et celle qui n'a pas été traitée. Donc ça c'est en cours. Mais c'est lourd, hein, bioinformatiquement. Il faut des cartes graphiques, etc., pour faire le base calling, etc. Donc c'est lourd, mais ça avance. Ça avance, oui. Et on suit les nouvelles technologies, bien sûr. Mon nom est Rachid Mentek. Je suis chercheur au Centre régional de Rabat. Travaille principalement sur la génomique et interaction plante micro-organismes ou agents pathogènes de façon générale. Merci pour l'excellente présentation.
Je tiens à souligner que ça a été séculent comme menu et que la manière des tactiques elle est super. Donc, merci infiniment pour cette aptitude-là. Vous avez travaillé principalement sur des stress abiotiques. Est-ce que l'analogie peut être faite sur le côté biotique? Oui, je pense que ce serait très, très intéressant aller dans cette direction. Moi, je n'avais pas l'expertise dans le groupe pour le faire, mais en effet, ce serait très, très intéressant de voir, par exemple, si on met les molécules et on met un pathogène en même temps, là, on va sûrement activer d'autres éléments transposables qui répondent à ce pathogène. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller dans ce chemin-là, et c'est un peu ce qu'on veut faire pour la fève, d'avoir l'eurobanche comme signal de stress, dans ce cas-là. Bon, oui, c'est un pathogène quand même, hein. Mais ce n'est pas une bactérie ou un champignon, mais je pense là, il y aurait moyen de faire la même chose. Et on sait que certains signaux de champignons peuvent activer des transposons chez le tabac, c'est connu. En fait, quand on fait des protoplasmes de tabac, on utilise des enzymes qui digèrent le cell wall. Et en fait, c'est des enzymes qui viennent de champignons. Et la plante, elle perçoit comme ça, comme une attaque. Donc, on pourrait s'imaginer de faire ça sur d'autres espèces. Et donc, ce serait très, très intéressant d'aller dans cette direction. Super. Oui. C'est un pathosystème qui m'intéresse beaucoup. On en a publié plus d'une vingtaine d'articles sur l'interaction légumineuse-eurobanche. Donc, ça serait très intéressant de s'aligner un petit peu dans ce sens-là, surtout que pour le moment, il n'y a pas de traitement. Ben, il y a un traitement chimique, mais il n'y a aucune lignée résistante développée au Maroc. Je pense qu'il y a quelques lignées en cours de développement. J'en ai quelques-unes, mais ça serait intéressant comme pathosystème de voir un petit peu la faisabilité de cette technologie sur le développement de nouvelles lignées résistantes à l'eurobanche. Je reviens aussi à... Juste un petit commentaire. Donc, le plus intéressant pour faire ça, et j'en avais discuté avec Mme Chouteau, c'est en fait, il faudrait trouver des signaux, des molécules qui sont produites par l'eurobanche que la plante perçoit. Ça peut être par exemple des cytokinines. J'ai lu que ça pompe pas mal de cytokinines dans la racine. Mais peut-être il y a d'autres molécules que la plante peut percevoir qu'on pourrait utiliser comme stress pour activer les transposons. Oui, ce qui est connu, jusqu'à date, ce qui est connu, c'est l'interaction des strigolactones Oui. Mais au ça, niveau de la perception, la germination des graines de revanche. Oui, mais ça, c'est dans un sens. Donc ça, c'est la plante hôte qui émet les strigolactones. Mais nous, on aimerait faire l'autre sens. Donc en fait, j'aimerais avoir un signal qui est émis par l'eurobanche que la plante peut percevoir. Donc dans l'autre sens, en fait, si ça existe. Le problème, c'est que c'est une graine inerte au départ. C'est-à-dire que en forme de résistance, c'est une graine. Donc, entre guillemets, c'est inerte. C'est après la présence, après qu'elle sent la présence des strigolactones, qu'elle débute son cycle de développement à travers la germination. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que une fois que la connexion est établie avec cette plante parasite, ben c'est sûr qu'il y a eu dans d'autres systèmes, pas nécessairement dans le revanche, mais d'autres interactions avec des plantes parasites, d'autres espèces, il y a des preuves comme quoi il y a des véhicules qui peuvent s'échanger à travers les deux végétaux pour un crosstalk entre entre les deux plantes, que ce soit parasites et hôtes. Ma question, la deuxième, c'est par rapport au small RNA. Est-ce qu'il y a un travail, et ça serait très intéressant aussi pour l'interaction légumineuse au revanche aussi, de voir, on sait qu'il y a il y a des tailles bien précises qui permettent un petit peu et je ne sais pas si vous pouvez un petit peu élaborer sur vos technologies par rapport au small RNA et la capacité d'utiliser ce genre de molécules pour... C'est un bon point parce qu'il y a beaucoup d'échanges de matériel d'ARN entre la plante hôte et l'eurobanche. Et donc, ce qui pourrait être peut-être intéressant, c'est d'avoir des petits ARN dans la plante hôte qui va ensuite cibler des ARN importants de l'eurobanche
et qui aurait un effet négatif sur le rebranche. Donc, ce serait une méthode de lutte. Mais du coup, on parlerait d'un OGM, malheureusement. Donc, il faudrait, je ne sais pas trop comment on pourrait tester ça. Bien sûr, dans une serre, on pourrait peut-être le faire. Il faudrait voir un peu quels sont les petits ARN qui sont transmis d'une plante à l'autre. Merci infiniment. Il faudra qu'on discute. Il faut qu'on fasse un brainstorming. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, moi, je reviens plus un peu vers le côté politique. Vous avez dit quand vous avez Adriss Al-Aqib, biotechnologiste à Rabat. Donc, vous avez dit que quand vous avez lancé votre start-up, vous vous êtes heurté à la législation comme quoi c'est des OGM en Suisse. Ma question, si c'est considéré comme OGM, est-ce que la recherche était autorisée ou bien il fallait une dérogation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quoi la perception de votre pays vis-à-vis de génome editing? Est-ce que c'est aussi considéré comme OGM ou... Merci. Il y a une question dans le même sens de la part Anne Rodier, qu'on remercie. Bonjour, merci. Concernant la réponse de l'Union européenne à votre start-up, donc c'est dans le même sens. Parle-t-on d'OGM régulé type transgénèse ou dérégulé type mutant issu de mutagénèse ou de doublement chromosomique, c'est-à-dire avec statut théorique OGM, mais dans la pratique autorisée? On rentre dans les détails. Mais je vais commencer d'abord pour la vue globale. Donc, en effet, donc, on a le droit de faire la recherche, ça, il n'y a pas de souci. Il faut les faire dans des serres qui sont sécurisées pour des plantes biosafety, donc considérées pour OGM. Mais il n'y a pas de blocage pour la recherche, pas de blocage direct. J'ai eu un projet qui n'a pas été financé puisqu'ils m'ont dit, ben ouais, mais on ne sait pas si ces plantes, un jour, on pourra les utiliser. Donc là, c'est des problématiques. Ensuite, en fait, le problème qu'on a, c'est pas l'effet que ça a sur le génome. Et si c'est de la mutagénèse ou de l'editing, en fait, ce qui compte, c'est quand ça a été inventé. Donc, il faut s'imaginer, c'est absurde. En fait, si Gregor Mendel avait fait ses croisements après 2001, ça aurait été une méthode OGM. Elle serait interdite en Europe parce que cette méthode de sélection n'a pas ce qu'on appelle le history of safe use. Ils sont très très forts avec ça, hein. C'est ça qui augmente tout, c'est que le history of safe use, c'est-à-dire il faut avoir des preuves que la nouvelle méthode, elle est sûre. Donc, la mutagénèse aléatoire, ça crée des OGM, mais ils sont exemptés parce qu'on fait ça depuis 500 ans. C'est presque aussi vieux que le croisement, hein, la mutagénèse. Mais tout ce qui a été inventé après 2001, automatiquement, ça crée des OGM parce qu'il n'y a pas ce soi-disant history of safe use. Mais d'un point de vue scientifique, ça fait aucun sens. Une mutagénèse, ça crée des milliers et des milliers de mutations dans une plante. Le editing, une seule, peut-être 3, au pire des cas. Et ça, c'est interdit. Donc, plus on sait ce qu'on fait, plus on est précis, plus c'est interdit en Europe. C'est absurde. D'un point de vue scientifique, totalement absurde. Il y a des raisons politiques, il y a aussi des lobbies des raisons économiques, parce que c'est surtout le secteur bio qui veut surtout pas qu'on utilise des nouvelles méthodes, parce que, faut s'imaginer, on pourrait tout d'un coup avoir une agriculture conventionnelle qui n'utilise plus de pesticides. Alors, qui va encore acheter du bio après? Et ça, c'est brutal, mais c'est un grand marché en Europe, hein, c'est des milliards et des milliards dans le bio. Et donc, eux, ils ont tout fait pour me bloquer, hein, c'était vraiment le lobby du bio. Qui a payé un journaliste pour écrire un truc dans un journal? Ils sont allés au Parlement suisse, ils sont allés au Parlement européen, ils ont un pouvoir incroyable. Donc, il y a le pouvoir incroyable, mais des deux côtés. Hein, donc, il y a les grosses industries, mais aussi le bio, c'est aussi une grosse industrie.
On dit que c'est les bons, mais bon. D'un point de vue scientifique, on peut se poser des questions. Donc, je crois que j'ai répondu les deux. C'est Badr Benjeloun. Je vous ai introduit le webinaire, le séminaire au début. Bon, je suis chercheur à la base, je suis chercheur en génomique animale. Et donc, j'ai des questions un peu qui sont un peu bizarres, mais peut-être bizarres pour vous, parce qu'il y a des différences, je sais, entre les animaux et les mécanismes génétiques, surtout chez les animaux et chez les végétaux. Mais je pose quand même j'ai une question par rapport aux autres mécanismes génétiques. J'ai vu que en tout cas, la technique peut introduire des transposons, mais est-ce que vous avez vu l'impact, par exemple, sur le taux de recombinaison? Parce que vous faites des séquençages avec les MinION, etc., avec la technique Oxford Nanopore Technology. Est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce qu'il y a un lien sur des traits? Ma deuxième question, elle est un peu plus pratique parce que vous avez développé une startup, ça veut dire vous avez vu des traits d'intérêt, peut-être, qui ont un intérêt commercial. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur des choses que vous avez regardées? Et OK, c'est tout. Parce qu'au début, je voulais vous féliciter parce que j'ai vu que c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'un projet ERC. Je sais que c'est très compliqué, c'est très compétitif, c'est très bien. Et merci. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer peut-être par la start-up, parce que ça, c'est une expérience très intéressante peut-être aussi pour les étudiants. En fait, quand on crée une start-up, on a une certaine idée. On s'attend, le marché, il attend ça et ça et ça. Nous, on s'attendait, ils veulent des plantes résistantes au réchauffement climatique, il faut moins d'eau. Et on est allé sur le marché, on a discuté avec les producteurs, les semenciers. Ça les intéressait pas du tout. Non, ils nous ont dit, ah ben non, des fleurs avec d'autres couleurs. Bon, il faut tout de suite s'adapter. On dit, OK, mais peut-être si vous pouvez réduire la température de votre serre, augmenter la température de quelques degrés, vous faites une économie d'énergie en la baissant. Donc là, avec les stress chaleur, froid, ça peut quand même être intéressant après. Donc c'est seulement en discutant avec le marché, en fait, qu'on voit vraiment ce qu'il demande. Donc on vient avec une imagination, et il faut être prêt à tout changer parce que le marché, il attend quelque chose de complètement différent. Les premiers qui nous ont contactés, c'était les producteurs de cannabis. Juste pour... Mais avec cela, on ne voulait pas travailler parce qu'on voulait rester sérieux. Mais en Suisse, c'est légal. En Suisse, c'est légal, mais quand même. Oui. Donc, c'est un peu surprenant. Et après, la première question, c'était sur. J'ai oublié. Sur le lien avec Ah oui, les recommandations. Oui. Aux autres mécanismes génétiques. Oui, ça, c'est une très, très bonne question et on n'a pas mesuré ça. Mais on sait que la méthylation de l'ADN a une influence sur le taux de récombinaison. Et donc, nous, on utilise ces drogues épigénétiques, donc ça se peut que ça influence, que ça augmente en fait le taux de récombinaison, parce que la méthylation d'ADN va plutôt limiter, réduire le taux de récombinaison. Donc, ça peut être intéressant pour juste augmenter le taux de récombinaison, parce que c'est quelque chose qu'on cherche pour la sélection, pour l'amélioration des plantes. Souvent, les des traits qui sont liés, on veut les séparer, ça peut être une approche intéressante. Et, et en fait, ce qui est intéressant aussi chez les cellules humaines, parce qu'il y a quand même pas mal de mécanismes communs, hein, dans les tumeurs, etc., on voit des éléments transposables activés. Donc, il y a cette interaction aussi. Ben, une autre question, ça c'est venu après, parce que, en tout cas, chez les animaux, la majorité des traits d'intérêt ont des mécanismes génétiques complexes, généralement polygéniques, avec des petits effets additifs le long du génome. Et la technique là, c'est plutôt, je vois que c'est généralement, ça impacte petite partie du génome. Comment vous voyez un peu l'application de ces techniques sur des traits plus complexes, polygéniques? Ça, c'est une bonne question. Ça risque d'être difficile, ou bien alors il faudrait combiner différentes plantes qui ont des différentes assertions de ces transposons pour créer des nouvelles combinaisons. Ça, c'est une approche. En fait, le grand avantage que je vois avec cette méthode-là, comparé à la mutagénèse, c'est qu'on ne va pas seulement casser des gènes, mais qu'on va changer la régulation des gènes ou la réaction à l'environnement des gènes.
Donc, en fait, on va bouger un promoteur dans le génome. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant avec cette méthode, parce qu'on va changer comment la plante répond et pas seulement casser les gènes. Et en effet, pour les traits polygéniques, oui, il faut screener plus de plantes et espérer qu'il y a plusieurs insertions qui sont intéressantes. Oui. Là, on est dans la variété, là, on a la stabilité, une homogénéité. Les développements de cette variété sont équipes. Ça veut dire que plus tard, il va y avoir des descendants de cette même variété, une espèce vécue par chaque norme. Je répète juste la question. Donc, la question est, est-ce que c'est pas un saccage de variété, de la sélection, en fait? Et c'est un très bon point, en fait. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en fait de créer des nouveaux traits que peut-être on ne trouve pas dans la nature, ou qui manquent, ou qui sont très, très rares. Donc, c'est ce point-là. Pour moi, ça ne change pas du tout un programme de sélection. Pour moi, ça crée juste de la variabilité génétique qu'on peut utiliser dans la sélection. Mais... Ah, d'accord. Je comprends, ça veut dire devenir un petit peu de... Oui. Il y a un petit peu de variété. Mais je veux dire, c'est-à-dire qu'on a dans un champ, dans ce champ, il y a des coins où il y a des agents pathogènes dans des régions bien précises. C'est-à-dire qu'en dehors, il y a un véhicule pour chaque nom dans cet espace-là. Donc, ça peut être... Même si on fait l'isolement un petit peu, je peux une variation créée à jour. Moi, je dirais que ces variations, donc c'est un peu ce qu'on a fait sur le fraisier. On a stressé les plantes et on a regardé est-ce que ça persiste, est-ce que ça peut être, plus tard peut-être, est-ce que ça peut être hérité. Voilà, c'était juste 3 générations et ce n'était pas à travers les graines. Donc là, on n'a pas encore les résultats pour les graines. Moi, je crois qu'on peut avoir souvent des effets parentaux, mais ils ne vont pas persister très longtemps. Donc très souvent, après une culture ou 2 cultures, ça se renivellise. Et là, la différence, c'est qu'on va induire une différence génétique stable qui pourra être héritée. Donc en fait, les transposons, ils bougent rarement. Dans ce qu'on a vu pour l'instant, ils bougent rarement au champ, mais on peut augmenter leur fréquence pour répondre à un certain stress. C'est un peu ça, c'est ça l'idée. On pourrait s'imaginer d'avoir un champ complet avec les molécules et puis après faire le screen, mais bon, ça va être un peu cher comme expérience. Oui, mais c'est un point important. C'est un point important qu'il faut considérer parce que quand on fait ce genre d'expérience, il faut être sûr des graines qu'on a reçues. Est-ce que c'est homogène, etc., pour pouvoir comparer après. Oui, donc est-ce qu'on parle encore de junk DNA pour les éléments transposables? Je peux vous assurer, c'est les gens qui travaillent sur les transposons, ils ont jamais appelé ça les junk DNA. Donc c'est un papier dans les années 80 qui a mis ce terme et on va mettre un terme à ce terme. On essaye. Parce qu'en fait, c'est plus complexe. C'est pas toujours que positif. Bien sûr, il y a une sélection très forte contre les insertions des éléments transposables. Hein, ça se voit dans la sélection. Mais après, quand on regarde la domestication du riz, il y a plein d'insertions de transposons qui ont été sélectionnées qui ont donné des traits intéressants. Aussi, l'orange sanguine, par exemple, c'est un élément transposable qui fait que le fruit devient rouge quand il fait froid. Donc, on a utilisé les transposons tout le temps. Donc, en fait, à mon avis, le history of safe use, il existe, mais les gens ne veulent juste pas l'accepter ou les régulateurs ne veulent pas. Et donc, ouais. Pardon. Une question posée par le professeur Marzouk Abdelrahman de Tanger. Avec ces manipulations génétiques, a-t-on abouti à répondre à la problématique du changement climatique, essentiellement la déficience hydrique aiguë? Merci. Oui, on a pu le démontrer sur Arabidopsis. Donc maintenant, le challenge, c'est de le faire sur des plantes cultivées, sur le blé et le riz. Donc là, on a le matériel pour commencer à faire les screens. On va faire la même chose avec la fève. Ça, c'est clair. On veut aller dans cette direction le plus vite possible. Mais c'est pas simple. Hein. Est-ce qu'on stresse un stage jeune, un stage...
c'est pas facile. C'est une très très bonne question et c'est donc d'abord la deuxième question. Donc en fait, ce sont des variétés dérivées. Ça existe beaucoup en fait chez la méthygenèse, on utilise beaucoup par exemple chez les pommiers, etc. Et là, on fait un nouveau nom, mais je pense pas que si l'apparence de la plante ne change pas, donc si c'est juste un trait comme la résistance à la sécheresse, ça va pas compter comme un nouveau trait. Il faudrait que ça change de couleur, il faudrait des épis différents, etc. Donc il faut un phénotype différent pour déclarer une nouvelle variété. Ils veulent changer ça, hein, parce qu'on peut avoir des résistances ou autres qui sont intéressantes. Mais c'est en cours. Donc, je crois que la DHS, c'est ça, hein, qui régule ça. Et puis, ils veulent intégrer ça peut-être dans le futur. Donc, j'ai entendu que c'est en discussion. Mais en effet, pour l'appellation, ce ne serait pas une nouvelle variété, pour l'instant, avec les règles actuelles. Si. Oui. Oui, ça va venir, oui. Mais peut-être on peut dire c'est la variété X plus, par exemple. Ou bien, ou bien on la déclare comme dérivée. Je veux dire, les agriculteurs, s'ils voient que c'est mieux, ils vont être contents d'utiliser de toute façon. Je ne sais pas, il faudrait dans le catalogue de pouvoir les lister, peut-être avec le même nom, avec un petit hashtag. Ah oui, pour la sécheresse, en effet, donc c'est un sujet très très complexe parce que peut-être on peut avoir une résistance à la sécheresse précoce, mais pas plus tard. Donc là, ça devient très très compliqué. Et en fait, le problème qu'on a avec le réchauffement climatique, c'est on a juste plus de variabilité dans tous les sens. Et pour un sélectionneur, pour définir un but de sélection, ça devient, ouais, un objectif de sélection, ça devient très très difficile. Donc je comprends le challenge. Moi, je connais bien les sélectionneurs en Suisse et il y a ça. Et l'effet, il est là. Je veux dire, le blé en Suisse, on le récolte chaque année un demi-jour plus tôt. Donc ça va très très vite. Et l'Europe discute si une mutation, c'est un OGM. Non, mais à un moment, il faut. Le problème devient trop sérieux. Oui, puis en plus, on a le contexte avec la guerre en Ukraine, l'Ukraine qui nourrit 400 millions de personnes. Et donc, on a tous ces facteurs qui viennent en même temps et qui arrivent. Oui. Oui, et donc il y a plus de sécheresse. En fait, on a plus d'eau, mais au mauvais moment. Donc, ça crée des nouveaux problèmes. Il y a ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'avais proposé un projet de sélection pour la résistance à la sécheresse pour le soja. Et le gouvernement, il y a 3 ans, le gouvernement a dit oh, non, non, il y a pas, c'est pas prioritaire. Et maintenant, ils sont venus me voir ah mince, on a un gros problème de sécheresse avec le soja. Donc, ça vient de plus en plus. Il y a aussi un mouvement pour changer les cultures. Donc, on commence à cultiver le riz en Suisse. Parce qu'en Italie, au nord de l'Italie, ils ont aussi des gros problèmes de production. Donc, on voit tout qui bouge vers le nord, en fait. Donc,
Mais les ressources d'eau en Suisse, c'est les glaciers. Mais ceux-là, ils ont tellement fondu les dernières années aussi qu'on a moins en moins de réserves d'eau. On panique pas assez, à mon avis. Moi, je suis. Donc, est-ce qu'il y a, je prendrai une dernière question à la salle, d'accord. Allah يخليك أجي se présente, parce que les gens se plaignent ici en ligne, ils disent qu'ils n'entendent pas la question et la discussion. J'ai un petit tu te présentes ici, tu poses ta question. Bonjour, je suis Nadia Lejlaoui et je suis étudiante en master, deuxième année. J'ai une question sur le côté bioéthique. Euh, Est-ce que durant votre travail, est-ce que vous avez fait ou bien vous avez pensé de faire des expériences sur des modèles animaux de ces fruits issus de l'épigénétique et voir les résultats? Comme on sait tous, l'article qui a fait on peut dire, le buzz sur les OGM, ils ont fait les expériences sur des souris, oui. Et ils ont montré le développement de la tumeur et des cancers. Est-ce que vous avez fait ça? Non, moi, j'ai fait aucune recherche dans cette direction-là. Je voulais juste mentionner, ça, c'est une étude qui a été faite par un professeur en France, le professeur Serralini. L'étude a été retirée. Et en fait, ce qui est très intéressant, il faut la lire. C'est intéressant. Parce que lui, il montre que c'est très, très mauvais pour les animaux, mais il a tellement de variabilité dans ces données qu'on voit qu'en fait, pour les mâles, c'était beaucoup mieux de manger des OGM. Et pour les femelles, c'était grave. Mais donc, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais ça a été. Après, ils ont fait des études pour retester ce qu'il avait fait et personne n'a retrouvé les mêmes résultats que lui. Il ne faut pas oublier que lui, il a vendu un livre en même temps. Donc, il annonce son papier et puis il vend un livre. Déjà, pour un scientifique, c'est pas sérieux, c'est pas éthique. Justement, du coup, ça va très bien, c'est pas éthique. Mais je pense, là, on parle d'OGM, donc c'est des plantes transgéniques. Ce qui était très bizarre aussi, c'était que la résistance au glyphosate avait le même effet sur une souris que le glyphosate lui-même. C'est tellement improbable. Une molécule et une protéine qui ont le même effet sur un organisme. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions. Mais du côté éthique, en fait, si on permet la mutagénèse aléatoire, on la permet, on a le droit de le faire. Donc, Oumema, elle est en train de le faire. Et elle peut mettre ça directement au champ. On crée des milliers de mutations. On fait ça depuis 500 ans, c'est aucun problème. Donc, la méthode que j'utilise, c'est aussi une mutagénèse chimique. On sait que la mutagénèse chimique active des transposons. Donc, pour moi, cette question ne s'est pas vraiment posée. Mais bon, moi, je vais trop droit au but. Mon but, c'était de sauver, pas sauver, mais résoudre un problème. Et pendant toute ma carrière, j'ai fait ça. J'ai fait des OGM résistants au virus. Ça n'a jamais rien donné parce que les OGM sont interdits. Et maintenant, j'ai des plantes qui sont tout d'un coup aussi OGM, mais qui sont résistants aux maladies et qu'on ne va pas utiliser. Maintenant, il faut se demander d'un point de vue éthique, est-ce que c'est bien de choisir de ne pas utiliser une technologie alors qu'on sait que sur l'environnement, ça pourrait avoir un effet positif? Hein, si c'est blé, je peux le mettre dehors et puis il n'y a plus besoin de pesticides, est-ce que c'est pas mieux? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Le pesticide ou le transposons dans un gène? C'est un peu ça qu'il faut remettre en. Je pense aussi que c'est le pesticide, mais ce n'est pas l'avis des environs, des grandes, comment est-ce qu'on dit, du gouvernement en Suisse. Oui. Eux, ils voient que la plante, ils ne regardent jamais le système en entier. C'est ça qui est dommage et je trouve ça pas éthique de ne pas regarder le système en entier. C'est pour cela que j'ai posé la question pour renforcer cette technique et pourquoi non ouvrir une deuxième fois la start-up. Merci. En tout cas, je suis très content que vous ayez posé cette question et redémarrer la start-up, j'y pense régulièrement hein, parce qu'on l'a juste mis on hold, si on veut. Donc, elle existe encore sur le papier parce qu'il y a toujours encore le brevet. Un brevet, ça coûte tellement cher. C'est 30 000 € par année parce qu'on a un brevet mondial. Et donc, ça crée des frais.
mais pour l'instant, on a 0 revenu. Donc, on y réfléchit. Il faudrait aller aux États-Unis, il faudrait aller en Angleterre ou autre part. Et ce que je trouve très, très dommage, on avait un très joli projet pour créer des variétés de café résistants à la sécheresse en Amérique du Sud. Donc, on était prêt à signer le contrat avec une grosse entreprise. Et c'était un projet open source, donc ça a été gratuit pour tous les agriculteurs, tous les producteurs de café en Amérique du Sud, ils auraient pu utiliser ça. Et ils ont annulé le projet quand on leur a dit que peut-être c'est des OGM. Parce qu'ils ont dit, ben, on veut exporter le café en Europe. C'est logique. Donc ça m'a fait mal, parce que ça, c'était vraiment un très, très beau projet avec un côté humanitaire. Donc, une dernière question, si tu permets, Étienne, c'est de la part de Karim Ajmaili. Est-ce que les plantes agissent de la même façon vis-à-vis des différents stress? Je parle au niveau des modifications sur le génome. En effet, on voyait des différents stress avaient différents effets, différentes réponses du point de vue épigénétique. Donc, en effet, chaque stress a ses peculiarities, comment dire, ses particularités, et il y avait des effets en commun aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, qui serait peut-être intéressant à continuer à étudier en plus de détails, pour mieux comprendre. La chaleur, par exemple? La chaleur, c'était plus prononcé que les autres. Oui. La chaleur, c'est plus prononcé. Et ce qui est marrant aussi, c'est la chaleur qui fonctionne le mieux pour activer des transposons sur toutes les espèces qu'on a testées jusqu'à maintenant. Donc, il y a quelque chose de spécial d'un point de vue génétique et épigénétique sur la chaleur. Quand je dis chaleur, c'est un stress de chaleur. Donc, c'est 24 heures à 37 degrés pour... Ça dépend bien sûr de la plante. Donc, pour le riz, c'était 42 degrés. On adapte pour chaque culture. En fait, ça dépend de la durée. Donc, je voudrais remercier Étienne Buchet pour cette belle présentation, pour cette discussion donc fructueuse. Et donc, je remercie donc tous les participants, que ce soit en salle ou que ce soit en ligne. Merci à tout le monde.